J'espère que la pause a été appréciée. Deuxième séquence de cette matinée, un temps de dialogue autour de la question de la transmission et de la pérennité autour de la transmission d'un projet politique de transition. Et j'ai le plaisir de vous présenter Geoffrey Maton, nouveau maire de Los-en-Gohelle, et Julien Perdrija. Ouais, bravo. Et Julien Perdrija, DG de l'association de promotion de la fabrique des transitions. Bon échange à vous. Merci Olivier. Bonjour à toutes et tous. Geoffrey, on entend des applaudissements nourris. Tu es nouveau maire de Los-en-Gohelle. Ça va? Bah écoute, j'ai l'impression d'être en vacances. Passer après Jean-François à Los-en-Gohelle dans une ville pionnière des transitions, qu'est-ce que c'est tranquille. Bah, non, tout va bien. Tout va bien. J'ai le sentiment justement qu'il y a du lien. Alors, je suis pas non plus un parachuté ou quelqu'un qui viendrait de nulle part, hein, puisque ma vie est faite à Los. Et du coup, on en dira certainement un morceau tout à l'heure. Mais effectivement, il y a un partenariat. Tout à l'heure, Jean-François parlait de duo. Nous, on a parlé de binôme. Et donc, ça fait 20 ans que je travaille à ses côtés. Et j'ai travaillé d'ailleurs au début avec son père. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment avec l'équipe, d'ailleurs que je salue, qu'elle soit technique ou politique, où on arrive effectivement à s'inscrire dans cette continuité et en même temps d'amener sa pierre à l'édifice avec du coup un nouveau regard aussi. Et donc voilà, l'idée c'est de continuer d'aller sur des résultats, des expérimentations. Je ne vais pas revenir sur les contenus et puis de le faire bien sûr avec un leadership coopératif. Et donc voilà, on avance avec notre équipe municipale. Certains me disent que avec Jean-François on travaillait beaucoup, mais avec Geoffrey bah, c'est dur aussi quoi. On pensait, voilà, ils ont espéré et ils se sont trompés. Il est serein, vous voyez. Geoffrey, on va parler effectivement de ce que tu veux impulser en tant que maire, mais avant de ça, ça nous semblait important de remettre aussi en perspective ta trajectoire personnelle. On va du coup essayer de décortiquer comment tu es arrivé à cette place aujourd'hui. Ça ne s'est pas fait sans travail, sans effort. Il y a eu beaucoup de choses de mise en place. Et donc, peut-être pour démarrer, Jean-François parlait de la période, les années 95-2000, une période faste en matière d'expérimentation, d'implication des citoyens, de co-construction d'un plan d'occupation des sols. Je crois que c'est à cette période-là que tu arrives. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu deviens salarié de la ville de Los-en-Gohelle? Bah, alors comment je deviens salarié, c'est d'abord une histoire personnelle, puisque moi ma mère est née à Los, mon père est né à Grenay, le pauvre, mais il est arrivé rapidement à Los-en-Gohelle et donc dès petit, souvent je le dis, mais c'est une réalité, l'engagement était assez naturel. Mes grands-pères étaient mineurs, mon grand-père maternel a construit le premier baraquement donc, pour pouvoir y faire des loisirs sur le quartier dont je viens, qui est la cité 5 à Los-en-Gohelle. Et donc j'étais dans cette culture-là, et donc petit, j'ai démarré par tous les banquets, vous savez, des anciens. À l'époque, il y avait beaucoup de banquets d'anciens, et donc je distribuais les cigares aux messieurs. C'était un peu sexiste parce que moi, c'était les cigares aux messieurs, et mon frère, c'était des bouchées aux dames. Et donc cet engagement-là a été régulier dans mon parcours, et donc j'ai été entraîneur de foot, entraîneur de tennis de table, j'ai fait les centres de loisirs comme animateur, puis directeur. Bref, dès qu'il y avait des espaces pour pouvoir porter des projets sur ma commune, et comme on avait la possibilité de pouvoir le faire aussi, c'est important, je suis arrivé dans cet engagement, et donc j'étais reconnu de la population déjà régulièrement, puisque je rencontrais beaucoup les ménages. Et puis, je suis arrivé tout bêtement dans les services de la ville, pas simplement parce que je suis né en 78. Et donc, pour ceux qui sont nés en 78, ils le savent, il y a l'obligation de l'armée. C'était la dernière année où on devait faire 10 mois. Et vous avez compris que je travaille depuis longtemps avec Jean-François, mais je me suis aussi constitué seul. Et dans mon esprit aussi, l'innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Et donc, s'il n'y avait pas de sens, moi, j'avais pas envie d'aller à l'armée apprendre à tirer au FAMAS. Et donc, j'ai désobéi et j'ai essayé de trouver une solution alternative. Et c'est comme ça que je suis arrivé, grâce à Marcel Caron, dans les services de la ville. Il t'a recruté pour faire quoi, Marcel Caron, du coup, quand il te propose un poste? En fait, il me reconnaît déjà une capacité à pouvoir à amener les habitants à coproduire des actions. Et lui, il est dans sa dernière année de mandat. Vous avez compris que la culture, c'est sa vision dès 84 qui est le point de départ de ce schéma de résilience. Et donc, il veut, sur sa dernière année de mandat, faire un festival qui s'est appelé Festilos. Et donc, il y avait un événement mensuel.
Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ma première action à Los, à la mairie, j'ai organisé un barbecue. Un barbecue pour 120 personnes, 120 retraités, et donc c'était marrant, j'avais jamais fait un barbecue pour 6 personnes chez moi, et donc je me suis retrouvé à faire un barbecue pour 120 à la résidence autonomie. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai été amené à porter des actions dans le cadre de Festilos 2000, et puis une des premières qui m'a permis de rencontrer Jean-François, un petit jeune élu là, qui était tout foufou, qui avait envie de faire plein de choses, et qui a commencé à me parler du 11-19, de l'histoire des mines, de comment il voulait travailler la question patrimoniale, comment ce capital immatériel pouvait justement être mis en valeur et être un des éléments d'une future candidature à l'UNESCO. Et donc on a organisé ensemble un trail des terris, et voilà, divers événements qui ont permis du coup de mettre en lumière aujourd'hui la base du 11-19, qui est notre étendard. On n'en a pas beaucoup parlé de la base du 11-19, mais qui est aujourd'hui pour moi l'étendard lossois du bassin minier, de notre trajectoire du noir au vert. Ce qui me paraît intéressant à repérer là, à cet endroit-là, c'est qu'il y a effectivement une culture de l'engagement, et Marcel reconnaît que tu es un petit gars de l'os qui fait plein de choses, qui est motivé, et donc te propose une solution pour pas aller à l'armée et du coup continuer à servir la ville de Los Angeles. Et ça va être du coup le démarrage pour toi d'une trajectoire professionnelle. Tu vas rentrer donc dans les services, tu vas travailler sur des projets de plus en plus complexes, et donc cet engagement va aussi être amené à se professionnaliser. J'aimerais peut-être qu'on aborde cette question-là, et ça renvoie à la question qui était posée tout à l'heure dans le public. Finalement, la capacité à tenir le temps long, la capacité à tenir des efforts sur le temps long, ça nécessite aussi d'être pro dans la façon de monter des barbecues peut-être, d'organiser des trails participatifs évidemment, mais aussi de plus en plus de réunions publiques, de concertation, de co-construction. Le plan de charge se densifie, les sujets sont de plus en plus difficiles, il y a de plus en plus d'acteurs qui sont impliqués. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager la façon dont toi, à titre personnel, tu t'es formé aussi, j'allais dire sur le terrain, à toutes ces questions, et comment avec toi, la municipalité, c'est en capacité et monter en charge sur tout ça? Ouais, je suis un des éléments qui effectivement était très engagé. Donc quand j'arrive dans les services de la ville, donc je suis en service ville, ensuite rapidement je vais passer sur un format emploi jeune. À l'époque il y avait des emplois jeunes, des contrats aidés. Et en fait l'idée c'était, et notamment avec l'arrivée de Jean-François en 2001, parce qu'il y a une vraie appétence de Marcel de travailler ces questions-là. Mais Jean-François, quand il arrive, moi la première chose que j'entends de lui, c'est on va tout déverrouiller, on va y aller, parti, et puis si vous vous plantez, c'est pas grave. Mais moi ça fait écho, parce que du coup, moi qui ai envie de prendre des initiatives, je me dis mais je peux les prendre, j'ai quand même un filet de sécurité, c'est pas inintéressant, notamment quand vous êtes un fonctionnaire, puisque à l'époque du coup j'allais devenir un fonctionnaire. Et très rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un procédé un peu type recherche-action, vous voyez. Et l'idée c'était de pouvoir produire, de s'organiser, mais surtout de pouvoir aussi avoir des retours d'expérience. Aujourd'hui on parle de réflexivité, mais l'idée c'était de se dire, dans nos expériences, qu'est-ce qui marche pas, comment on peut s'améliorer. Et donc rapidement, en fait, comme je portais beaucoup d'initiatives, on a décidé de se professionnaliser. Alors c'est parfois pour certains un gros mot, mais l'idée ça a été de se dire, on va partir sur le principe de recherche-action. Et donc on s'était fait accompagner à l'époque par un cabinet, c'était Gérard Grasse d'ailleurs que je salue, et qui nous avait aidé en fait à constituer ce que Jean-François appelle des objets transactionnels, c'est-à-dire qu'on avait des actions avec un référent technique, un référent politique, et donc moi j'étais là pour outiller l'ensemble des démarches, de faire une sorte de formation dynamique, et qui permettait du coup d'extraire les enseignements de ce qui marchait, de ce qui ne marchait pas, de notre point de vue, du point de vue des habitants, du point de vue des élus, et du coup d'essayer justement de professionnaliser. Ce qui a permis du coup de générer effectivement tous les résultats qui ont été évoqués. Je vais pas y revenir, il y a une présentation d'1 heure, et par contre je vous retrouverai aussi beaucoup de choses, ça me permet de faire la promotion de ce petit livret qu'on essaye de documenter. Et donc tout ce capital en fait immatériel, mais aussi matériel, parce qu'il y a des actions en propre, ont permis en fait de monter en compétence des élus, des techniciens, et puis moi-même, et donner l'envie aussi de se mettre en mouvement. Ce qui m'a par exemple, moi, fait m'engager sur les concours de la fonction publique. Voilà, j'ai passé tous les concours de la fonction publique pour en être un cadre A, etc. Mais aussi du coup d'être dans un mouvement où d'autres collègues comme moi ont eu le même processus. Donc voilà un petit peu du coup entre l'engagement, ce que ça suscite, ce que ça évoque et comment on peut le professionnaliser. Il y a eu un gros travail justement de cet ordre
ordre-là. Puis j'ai un exemple, par exemple, une illustration qui est intéressante. C'est, je pense toujours à un élu avec qui j'avais travaillé sur comment prendre la question de l'implication habitante sur des projets très techniques. Alors pour les Lossois, peut-être ça va vous parler ce profil-là, mais d'un monsieur qui au départ voyait pas du tout cette importance-là et qui à la fin, après avoir eu des premières expériences, les premiers cailloux blancs, venait régulièrement vers moi pour me dire alors comment on en fait plus, comment on va plus loin. Et donc voilà, c'était aussi l'idée de, par des actions concrètes, en tirer des enseignements, mais aussi des résultats probants, et du coup de travailler sur la question de l'engagement, mais aussi sur la question de la confiance, mais aussi sur la question de la reconnaissance du travail qui avait été fait par les uns et les autres. Du coup, ce qui est particulièrement intéressant pour celles et ceux qui se posent la question du management, de la coopération, de l'organisation du travail pour tenir ces ambitions de transition, on voit que ça passe par une professionnalisation, mais qui n'est pas une professionnalisation sur les bancs de l'université ou en formation extérieure. C'est un travail finalement interne sur soi-même, là où on a péché, là où il y a eu des difficultés, là où on a rencontré des épreuves, là où finalement on n'a peut-être pas réussi à faire ce qu'on voulait, et finalement continuer à apprendre ensemble avec, tu l'as dit rapidement, mais c'est important, un travail entre les élus et les agents. C'est-à-dire que cet espace réflexif, où il s'agit finalement de se regarder dans le miroir, mais un miroir partagé, un miroir commun, et de regarder mutuellement ce qu'on a fait, ce qu'on a mal fait et ce qu'on a peut-être bien fait, c'était mis en place avec les agents et avec les élus. Comment ce travail-là s'est organisé du coup ? Tout simplement, on faisait des petits séminaires où on balayait justement les processus. Puisque l'idée c'est toujours d'évaluer le résultat, mais c'est surtout d'évaluer en fait les process, et à partir de l'expérience d'un Didier Caron qui travaillait avec les habitants sur de fleurissement, à partir d'une Nathalie Tellard qui travaillait la médiathèque, la communication sur autre chose, un autre technicien sur un autre projet, de dire voilà, moi j'ai fait ça, j'ai produit ça, j'ai utilisé tel type d'animation, j'ai utilisé tel type de... et donc on rentrait vraiment sur quels outils de l'éducation populaire, quelle notion de facilitation en fait on a pu utiliser, et donc derrière ça permettait du coup d'être un peu plus pertinent. Je mettrais juste un petit bémol sur le côté interne, c'était pas non plus que de la formation interne, c'est-à-dire que l'idée c'était pas de se dire allez on découvre, on va bidouiller et puis on va progresser, ça marche c'est vrai, mais parallèlement aussi, on a fait appel à beaucoup d'ingénierie extérieure pour se former à la méthode projet, à la question de la coopération. Et donc, on amenait aussi de l'ingénierie qui nous permettait du coup à la fois d'avoir des contenus très théoriques, mais ce qui était très intéressant, c'est de pouvoir se confronter au réel et du coup de revenir. Et d'ailleurs, c'était super amusant parce que moi, je suis un peu... Alors pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis plutôt franc-parler, donc voilà, il y a de la transparence là-dessus. Et très souvent, d'ailleurs, il n'y a pas Christian Duterte qui est là, du cabinet Athémis, avec qui on a travaillé sur les questions de coopération. Mais le fait de se confronter au réel, ça re-questionne aussi la théorie. Et donc quand vous travaillez avec ces gens-là, quand vous revenez en disant mais attends, là à cet endroit-là, moi ça marche pas comme ça, c'est pas ce que je vois, je suis pas d'accord avec ce qui est dit, et c'est la possibilité aussi de pouvoir le remettre en cause. Et du coup on re-questionne la théorie, et en même temps on se re-questionne à partir de la théorie sur ce qu'on a réellement produit sur le terrain. Donc voilà, ce processus de professionnalisation, il a été aussi par le biais d'ingénierie extérieure qui a permis du coup de pouvoir nous aider, donc les élus, les techniciens et aussi les habitants. C'est une vraie démarche de R&D, de recherche et développement. Alors, tu l'as dit aussi, tu passes les concours de la fonction publique, tu montes en grade progressivement jusqu'à devenir le directeur général des services de la ville de Los-Angeles. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est produit ? Alors comment ça s'est produit comme souvent aussi à l'os, des fois c'est des surprises. Comment ça se produit concrètement ? Un jour je suis invité dans le bureau de Jean-François Caron qui me dit j'aimerais bien quand même que tu sois mon DGS. Figure-toi que j'en ai plus. Non, comment ça se produit ? Simplement parce qu'il y a aussi une évolution. Il y a une vraie volonté, et notamment c'est quelque chose, ça répond aussi à la question de comment on fait avec les agents. Les agents, il faut aussi qu'ils sentent qu'ils sont dans un sillon d'évolution, qu'ils sont dans un écosystème dans lequel ils peuvent se développer. Donc quand vous êtes dans cet écosystème-là, vous existez, vous êtes en action, vous osez prendre des initiatives, et du coup ça vous met en visibilité. Et quelque part aussi, ça nourrit vos ambitions. Moi, j'avais été cash en arrivant, j'ai dit voilà, j'arrive comme service ville, et puis je serai le futur DGS de l'os. Voilà, j'avais planté le décor directement. Pourquoi j'avais dit ça ? Simplement parce que je suis un petit gamin de la Cité 5, d'un petit quartier, mais qui a toujours essayé d'entraîner les autres en fait. J'ai toujours aimé ce rôle-là, alors pas ce rôle surplombant d'être devant vous ou d'être dans quelque chose de reconnaissant. Je cherche pas la lumière très clairement, je cherche pas à démultiplier les mandats, c'est pas du tout mon truc. Par contre, l'idée d'être ressource pour une équipe
Et en plus, pour mon territoire, ben juste ça me fait lever le matin. Là, vous pouvez me demander de ne pas dormir, de ne pas manger. Enfin, je suis capable d'aller jusque-là. Je caricature un peu, bien entendu, vous avez compris. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire que dans ce système-là, et ben, du coup, ça m'a permis d'arriver à ces fonctions de directeur général des services parce que je me suis formé, j'avais des expériences, j'ai fait un cycle au CNFPT, hein, du coup je remercie aussi CNFPT où j'ai passé quelques mois en formation. Et puis en fait, quand l'opportunité du départ d'un DGS s'est présentée, c'est assez naturellement en fait, que m'a été proposé ce poste-là. Et en tant que DGS, j'ai travaillé avec un super directeur de cabinet, Julien, vraiment, avec qui j'ai pu produire, mais vraiment où ça se passait des passes à l'aveugle. Et ça m'a permis d'ailleurs d'être dans un énorme confort, puisque production de résultats, sérénité dans les échanges entre le politique et les équipes techniques, c'est très important. Le duo, je le dis un peu en plaisantant avec Julien, mais moi souvent je le dis, Laurent Fussien, le DGS de Malonnet, le sait, on en a souvent parlé, mais le binôme champ politique avec le cabinet et technique avec le DGS est absolument fondamental. Si vous ne tirez pas dans le même sens, si vous ne voyez pas la même étoile briller, bah c'est compliqué derrière pour les agents parce qu'il y a des questions d'éthique, il y a des questions de rapport aux facteurs humains. Et donc, j'ai envie de dire que fin 2019, enfin à l'été 2019, quand on termine le mandat, d'ailleurs on termine le mandat avec 100% d'actions mises en place, réussies, avec tout ce qu'on s'est dit. Vous imaginez aussi l'énergie que ça peut vouloir générer. Et ben, je suis dans les meilleures conditions, avec aussi des leviers d'action, notamment avec la possibilité de recruter des gens, d'avoir carte blanche en fait sur un certain nombre d'actions. Et ça c'est très important parce que ça veut dire que vous avez un maire qui vous soutient, ça veut dire que vous avez une équipe politique aussi. D'ailleurs dans mon équipe politique aujourd'hui j'ai la moitié des gens avec qui j'ai coopéré. Mais en fait aujourd'hui on a un rapport qui est fort parce que ils savent très bien qu'ils ont pu compter sur moi à un moment, ils savent très bien que je serai derrière eux, ils savent à quel endroit je peux les outiller et moi je sais aussi tout ce qu'ils m'apportent. Et donc du coup le niveau de confiance, je n'ai pas peur de me tourner le dos par exemple à mon équipe politique ou à mon équipe technique. Et ça a beaucoup de valeur. Donc, ouais, merci. On peut l'applaudir. Finalement, tu arrives un peu au Graal de ta carrière, tu es DGS de la ville dans laquelle tu as démarré tes engagements, on va dire, au service de l'intérêt général. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et là, patatras, tu bascules du côté politique. Qu'est-ce qui s'est passé, Geoffrey ? Bah écoute, je ne sais pas si j'ai basculé du côté obscur de la force, tu sais, c'est une question qu'il faut peut-être se poser. Qu'est-ce qui se passe tout simplement ? Donc effectivement, moi je pense repartir pour un mandat avec Jean-François en tant que maire, avec une équipe que j'imaginais effectivement renouvelée en partie, mais en tout cas dans la production d'un programme qui opérait même les meilleures dispositions. Moi je rêvais, d'ailleurs je l'avais dit à Laurent Fussien, j'avais dit bon je pense que mon équipe technique elle est au top, je pense que je ne peux pas faire mieux. Ça tourne, et il nous manque un peu de gens à la com. Voilà, je voyais déjà un peu les limites du système et donc on pensait pouvoir repartir. Et puis j'apprends de Jean-François l'été 2019 qui veut bien repartir un mandat, mais qu'il est très très pris par les questions nationales. Et donc pour pouvoir élargir le champ de l'essaimage, il souhaite passer le relais et qu'il n'y a personne en fait pour prendre la place derrière. Et donc j'apprends aussi qu'à ce moment-là, pour pouvoir trouver une solution, il y a un principe d'élection sans candidat qui va être mis en place. Et ce principe d'élection sans candidat, c'est simplement l'idée de se dire, bon, il n'y a personne qui candidate, puisque les élus de l'équipe ne voulaient pas y aller. On va dessiner le costume. Qu'est-ce qu'on attend en fait, du prochain ou de la prochaine maire d'ailleurs ? On attend qu'il soit de l'os, on attend qu'il soit comme ci, on attend qu'il soit comme cela. Et puis un jour, je suis invité, je pense boire un petit apéro à 11h30 un samedi matin. Et en fait, on m'annonce que ce costume-là a été fait, que à l'unanimité, ce qui est quand même très très fort, les gens ont décidé de me solliciter pour devenir le futur maire de ma commune. Donc du coup c'est quand même très très puissant. Tout à l'heure Jean-François avait une émotion, moi j'ai eu un peu une émotion tu vois à ce moment-là parce que ça touche. C'est une reconnaissance du travail qui a été fait, de l'implication que tu mets, donc c'est très puissant. En même temps, ça te met un niveau de responsabilité. Et tout à l'heure, je le disais un peu en plaisantant, mais passer maire derrière Jean-François, c'est-à-dire une icône sur les questions de transition, aujourd'hui, il est dans son domaine. Aujourd'hui, c'est une rockstar, c'est Mick Jagger. D'accord ? Dans d'autres domaines, c'est un peu mieux, mais aujourd'hui, passer après Mick Jagger, ça peut mettre la pression. Et puis, une ville pionnière des transitions, quand vous êtes aussi convaincu, malheureusement, que tout ce qui est démontré aujourd'hui nous oblige à aller plus vite, plus fort sur ces questions-là,
bah, mes épaules peuvent rapidement se baisser. Et donc du coup, mais en même temps, c'est un super challenge. Et donc je vais d'abord refuser une première fois, d'ailleurs, pour être très transparent, je refuse une première fois parce que je pense que c'est lourd. Ça veut dire faire des choix personnels très très importants. J'ai une petite fille qui a aujourd'hui 9 ans, qui a eu un excellent bulletin, je viens de l'apprendre, vous voyez. J'avais pas prévu d'en parler. Mais du coup, tout ça pour dire que bah, y a des choix opérés. Et dans ces choix-là, j'ai voulu justement, je me suis dit, mais je vais reprendre l'ADN de l'os. Sur ces choix-là, comment il faut procéder? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui a du sens? Monsieur Vivray, qu'est-ce qui a de la valeur à mes yeux? C'est quoi la richesse? Et en fait, je me suis rendu compte que la richesse, c'était pas... moi, je gagnais très très bien ma vie, j'étais un cadre, j'intervenais au CNFPT, j'étais payé des fortunes sur des journées d'intervention. Mais vraiment, par rapport à ce que je gagnais, j'ai été très longtemps... Mais vraiment, j'ai été très longtemps au SMIC. Quand vous gagnez 1000 € et que du jour au lendemain, on vous en propose 4 ou 500 sur une journée, vous voyez, pour de où je viens, c'est des fortunes. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que aller sur d'autres champs, c'était quelque chose qu'il fallait réfléchir. Et notamment parce que la fonction d'élu, c'est quand même prendre du temps pour l'intérêt général, pour le collectif, et ça veut sous-entendre quand même, très souvent, de mettre de côté sa famille, ses enfants, et donc c'est un vrai choix idéologique. Et donc du coup, j'ai procédé en fait à un conseil de famille. Voilà, moi j'ai un conseil de famille, et donc j'en ai discuté avec ma femme et ma fille pour dire concrètement ce que ça va donner. Et donc d'ailleurs, ma fille du coup a fait connaissance de Jean-François, ce qui lui a permis de voir ce que faisait Jean-François, ce que ça voulait dire concrètement. Et du coup, c'est un choix qu'on a opéré en famille pour pouvoir partir du coup sur l'élection sans candidat. Et du coup, je suis revenu en disant bon bah allez, banco, on y va. Et puis après, pour être très honnête avec vous, j'en avais vraiment envie. Parce qu'il y a une équipe derrière, parce qu'il y a un territoire auquel je suis très attaché. Et on a parlé beaucoup de Los Angeles aujourd'hui, mais la question, c'est la question de comment on relève le bassin minier. C'est la question de comment, au-delà des clivages, et comment, dans une ambition transpartisane, on arrive à massifier en fait ce qu'on fait. Comment on arrive à changer d'échelle. Et ça, je trouve que c'est pour moi quelque chose vraiment d'exaltant. Et donc, du coup, comment je peux être une cheville ouvrière, et aujourd'hui, comment je peux faire le lien. Et d'ailleurs, je travaille beaucoup cette question du lien avec les autres élus locaux. J'ai passé beaucoup de temps avec le député, la sénatrice, avec tous les maires de l'agglo, etc., pour nourrir ce lien-là et pour essayer de démontrer que ce qui est fait à l'os, c'est pas juste une compétition qu'on est en train de faire. On est en train d'essayer de chercher des solutions opérationnelle, sans la ramener, sans jouer au plus malin que les autres. On n'est pas plus malin que les autres, mais on a peut-être des ingrédients, des éléments à prendre pour construire peut-être une recette globale qui permet, en tout cas j'ai encore la naïveté aujourd'hui d'y croire, en tout cas j'ai l'ambition d'y croire, d'essayer de trouver des solutions systémiques aux problèmes qui sont devant nous et qui seront encore juste un peu derrière nous. Geoffrey Maton, nouveau maire de Los Angeles. Merci Geoffrey pour tout ça. On a beaucoup de territoires qui mettent en place des démarches d'innovation. Ça dure un mandat, 2 mandats, et puis au moment où le maire charismatique, la présidence qui porte et qui incarne s'en va, généralement le staff part avec, et puis qu'est-ce qui reste, quoi? Qu'est-ce qui reste? Et là, vous avez un exemple à Los Angeles, et je pense que c'est ça qui est important aussi à retenir, au-delà du temps long dans lequel cette démarche est ancrée, plus de 40 ans de travail. C'est aussi un souci permanent des questions de transmission. Transmission d'un patrimoine collectif, immatériel, d'une culture de faire ensemble. Et voilà, tu l'incarnes aujourd'hui, Geoffrey. Le portrait robot, il définissait en gros ce portrait-là. Et c'est ça que tu portes aujourd'hui, c'est ça que tu portes avec les équipes. Et c'est ça qui inspire aussi au-delà de Los Angeles et du bassin minier. Donc bravo aux équipes de Los et merci pour tout ça. Merci à tous les deux. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions, de réagir ou creuser un petit peu, inviter Geoffrey et Julien à explorer davantage ce sujet de la transmission? On fait passer les micros, comme tout à l'heure, après la séquence de Jean-François. Allez! Oui, bonjour. Je ne veux pas te mettre en difficulté, Julien, mais moi j'ai une histoire de transmission qui m'a frappée hier dans les ateliers et j'en ai parlé avec Antoine. C'est que, vous en avez parlé, monsieur le maire, c'est qu'il y avait le binôme DGS-DIRCAB hyper important. Et dans la même histoire, il y a, ce que vous ne l'avez pas dit, et donc je ne sais pas si tout le monde le sait, que c'est toi, Julien, qui étais DIRCAB à ce moment-là, et que toi aussi, tu es parti il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années, et que toi aussi, tu as joué
une histoire de transmission avec un nouveau DIRCAB, qui donc est un nouveau binôme avec un nouveau maire. Et donc il y a une histoire dans l'histoire là-dedans qui est assez intéressante peut-être à partager. C'est la magie de la mise en récit, c'est qu'en fait, il n'y a pas un récit, mais plusieurs récits. Et donc, effectivement, on a eu ce souci permanent de la transmission. Moi, je l'ai pris en charge presque au démarrage de ma prise de poste en directeur de cabinet. J'avais anticipé le fait qu'il y avait des enjeux de continuité sur le temps long. Et effectivement, un jour, un jeune stagiaire s'est présenté, Antoine. On a trouvé un travail à lui faire produire, justement le référentiel de l'implication citoyenne. Donc Antoine, son premier boulot, ça a été de formaliser, conceptualiser justement cette culture de la participation. Et puis, effectivement, moi j'étais amené à partir derrière. Et donc en fait, il y avait une transmission aussi au niveau du cabinet, une transmission vis-à-vis des élus. On a passé beaucoup de temps en interne à former l'équipe municipale au code source de l'OS, à ce qu'on employait et qu'on présentait quand on était en intervention avec Jean-François à l'extérieur, mais finalement que les équipes internes portaient assez peu ou ne s'autorisaient pas suffisamment à porter, alors qu'en fait elles les portent au quotidien. Mais voilà, entre le niveau d'abstraction, de formalisation de ce code source et puis le travail au quotidien, il y a des écarts dans la formulation, donc on a aussi beaucoup travaillé là-dessus. Les détours avec le CERD, le fait d'avoir des voyages apprenants, de gens qui viennent pour rencontrer l'OS, eh ben, Jean-François, ça tombe bien, t'es pris partout. On va travailler avec d'autres élus, c'est les autres élus qui vont accueillir les délégations. Et donc tout un travail de montée en compétences progressives, d'éducation populaire, de partir de leur représentation, de comment eux vivaient l'histoire de l'OS et comment ils pouvaient être amenés à la raconter, et en même temps d'essayer de raccrocher ça, j'allais dire, à la théorie politique, ou en tout cas à la doctrine de transformation du territoire qu'on porte de manière très forte. Je veux bien rajouter un sujet sur la transmission, parce que, et notamment c'est une discussion que j'ai eue avec Patrick Vivray en mangeant, on n'est pas dans une transmission aussi d'un truc descendant. Quand je parle de transmission avec Jean-François, ou Julien avec Antoine, ou je l'ai faite aussi avec Lucas Nizac, du coup ça me permet aussi de mettre en avant, parce que vraiment on a une super équipe technique, hein, c'est vraiment incroyable. C'est plutôt aussi de où ils sont, comment on les aide à partir de l'expression de ce qu'ils donnent, à comprendre vers où on veut tendre et qui puissent du coup amener leurs pattes. Donc on n'est pas dans quelque chose où on va t'apprendre à être directeur de cabinet, on va t'apprendre à être DGS, non. Ils ont des qualités, ils ont un prisme, un regard sur les choses, et c'est comment à partir de où ils sont, on arrive à nourrir et aller tendre vers la convergence des choses. Super, merci pour ces éléments complémentaires permis par cette question. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, pas d'autres questions, pas d'autres questions ? Si, là-haut. Allez, je vous invite à faire remonter le micro dans la salle. Merci pour le micro, merci pour la présentation. Moi, du coup, j'aimerais rebondir sur une question de Geoffrey. Comment on arrive à relever le bassin minier ? C'était les mots que vous avez prononcés. Je pense qu'on ne commence pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui est engagée. Je rappelle quand même qu'on est candidat, enfin qu'on est labellisé à l'UNESCO, et donc du coup l'histoire des mineurs vaut celle des rois, c'est la formule de Jean-François, et donc quand même en termes de changement de regard, on voit plus les terris comme des déchets, mais on les voit comme, moi ça me fait tout le temps sourire, hein, comme des objets de désir. Les gens ils regardent ça, j'ai l'impression qu'ils regardent l'Himalaya ou la pyramide de Khéops. Et donc du coup, ce dynamisme-là, on a déjà des éléments. Ici, on est au Louvre. On est au Louvre à Lens. Qui aurait imaginé que le Louvre, c'est à Lens ? On a des acquis. Et d'ailleurs, c'était la pensée de Marcel Caron en 84, de dire on va se relever à partir des atouts, à partir de ce qu'on a. On a des gens qui sont capables juste de se lever le matin et de faire du patchwork pour pouvoir habiller le terri et le couvrir. Et donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir, sur l'ensemble des champs, donc là on parlait sur l'aspect culturel, sur l'aspect de comment on se relève, de constituer un récit qui fait puissance, et puis aussi de le faire sur l'ensemble des champs. Aujourd'hui, juste à côté, on a la Louvre-Lens-Vallée, on a quelques clusters. Tout à l'heure, je parlais de la base 11-19, qui est un cluster de l'éco-transition, avec, tout à l'heure, Jean-François l'a dit, on a un pôle de compète.
Voilà, c'est pas un pôle de compétitivité. On a la Louvre-Lens-Vallée qui est sur l'aspect culturel numérique. On a Vivalet sur Liévin qui aujourd'hui est un moteur aussi de développement. On arrive enfin à travailler peut-être de manière plus forte avec le pôle métropolitain de l'Artois, avec l'agglomération de Lens-Liévin qui porte un projet de territoire qui a été beaucoup nourri des questions de transition et de ce qui se faisait à Los. Donc du coup, voilà. Alors c'est pas un cheminement, on fait pas un 90 degrés, mais c'est comment on arrive à augmenter en fait cet angle qui permet du coup de reprendre de la hauteur et d'avancer. C'est difficile et je pense que seul on va vite mais ensemble on va loin, et je pense que les questions de coopération et de comment sur toutes les initiatives du secteur qui sont prises, il y en a plein. Hier j'étais avec le maire de Grenay, il a travaillé ses services techniques en éco-construction avec des matériaux biosourcés, etc. Mais c'est comment on met en avant toutes ces initiatives-là, tous ces résultats, comment on fait briller tout le monde, parce que si on veut sortir de la compétition, il faut que chacun ait un peu sa petite médaille ou sa petite coupe, en tout cas celui qui le veut, comment on met les gens sur des podiums collectivement pour pouvoir du coup avoir un résultat prégnant et qui du coup impacte sérieusement par rapport à ce qu'on veut défendre et par rapport à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire un modèle de société plus juste de l'homme et plus juste de l'environnement. On vous retrouve en début d'après-midi tous les deux sur scène pour la table ronde sur les voyages apprenants. Un grand merci à vous pour cette séquence.